Bienvenue à tous, c'est Exo7, chers amis amateurs d'étranges et de bizarres, vous êtes sur la bonne fréquence durant 1h30. Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires surprenantes, étonnantes, allons vous retourner le cerveau et nous allons vous dévoiler la face cachée du monde à la technique. Mika, bonsoir à toi. Salut à tous les deux. Je ne me suis pas présenté, je suis Patrick et Thomas qui est à mes côtés, bonsoir. Ce soir tu vas nous parler d'une conspiration, ça sera en deuxième partie d'émission, une conspiration particulièrement tordue. Vous savez que dans cette émission on vous parle de conspirations étranges, celle-ci c'est peut-être une des pires. Je pense que c'est l'aboutissement de la conspiration conspirationniste. Voilà, c'est une des plus extravagantes. Et quant à moi, ce soir, le sujet que je vais aborder, c'est ce que vous croyez savoir est faux. Exo7, c'est parti. Exo7, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Thomas, tu as sans doute remarqué que j'ai failli dire le sujet que je vais t'aborder. Ce qui aurait été une lésion mal à propos, mais je me suis rattrapé au dernier moment. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Alors, bravo. Le sujet que je vais vous présenter à présent possède un titre un petit peu provocateur, puisque c'est donc ce que vous croyez savoir est faux. Nous allons passer en revue quelques idées reçues. Alors, dans cette émission, nous avons déjà évoqué certaines idées reçues, certains clichés, des choses que l'on nous inculque dès notre plus tendre enfance et qu'on tient pour vrai de nombreuses années. Et donc là, ce soir, justement, l'idée, c'est de vous dévoiler certaines informations qui sont souvent assez méconnues. Alors, par exemple, Thomas, puisque c'est toi qui vas me servir de cobaye, j'ai la sensation. Quel est le plus gros être vivant, d'après toi ? Donc, vivant ou qui a vécu ? Vraiment vivant à notre époque ? Actuellement, le plus gros être vivant. J'imagine que la réponse classique, c'est la baleine, mais ça va pas être la bonne. Mais joue le jeu et dis la baleine, ça me c'est fera la plaisir. Baleine. Eh bien, Thomas, l'être vivant le plus volumineux, le plus gros et de très loin, c'est un champignon assez commun, puisque c'est un armillaire et les armillaires, il y en a sans doute dans votre jardin qui poussent sur les troncs morts des arbres. Mais celui qui nous intéresse a poussé dans la Malheur National Forest dans l'Oregon aux États-Unis. Il couvre 890 hectares. Essayez de vous représenter la taille du champignon. De quoi faire une belle omelette, Thomas. Oui. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Il a entre 2000 et 8000 ans, on n'est pas certain, parce que c'est quand même un vaste bordel, et la plupart de sa masse se trouve sous terre, et forme un énorme matelas de mycélium. Le mycélium, c'est l'équivalent des racines pour les champignons. Elles sont entremêlées sous terre, et donc, comme je vous le disais, ça couvre 890 hectares. Alors on pensait au départ que ce champignon avait poussé en amas séparés, qui avait fini par fusionner, mais les chercheurs ont confirmé qu'il s'agissait du plus gros organisme vivant au monde connecté sous le sol. Donc, on a une idée du poids du machin, est-ce qu'ils se sont amusés à calculer ? Alors, c'est évidemment incalculable. On doit pouvoir le calculer, mais ça dépasse l'entendement. La créature vivante la plus imposante du monde, ce n'est pas un animal, donc c'est un végétal, un champignon. Alors, Thomas, j'ai envie de te laisser une deuxième chance, puisque donc j'ai été mauvais sur la première. Tu t'es dit la baleine, forcément, oui. C'est la première. En même temps, comment tu voulais penser à un champignon ? Eh oui, c'est la première réponse qui vient à l'esprit, la baleine bleue. Alors Thomas, je te pose la question, quel est l'animal, cette fois-ci, pas de piège, c'est pas un végétal, l'animal le plus long ? L'animal le plus long, je dirais... Tu peux redire la baleine. Oui, c'est vrai, parce que moi je réfléchis à des trucs longilignes, mais pas forcément. Forcément, ce qui viendrait à l'esprit, effectivement, c'est sans doute la baleine. Ouais. Eh bien, l'animal le plus long du monde, c'est le némerte géant. Et le némerte géant, je sais pas ce que c'est un némerte. C'est un ver qui peut atteindre une taille de 60 mètres, soit presque 2 fois plus qu'une baleine bleue. Alors on peut dérouler un némerte d'un bout à l'autre d'une piscine olympique et il reste de la marge. Donc c'est vous dire un petit peu la taille de la bête. Mais les némertes sont très fins, même le plus long des némertes n'atteint que quelques millimètres de diamètre. Donc c'est très long et très fin, comme une espèce d'énorme spaghetti vivant. Non, on est loin des vers de dune, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'au niveau de la longueur, on s'en rapproche, mais au niveau du volume, c'est pas exactement ça. Alors, ces némertes vivent dans les grands fonds océaniques et ils peuvent se régénérer, tel Wolverine dans les X-Men, ils ont cette faculté-là. Ils n'ont pas de cœur, c'est les muscles qui pompent le sang le long de ce corps longiligne. Et certaines espèces de némertes, parce qu'il y en a des centaines et des centaines, certaines espèces se reproduisent en se fragmentant en petits morceaux, chacun donnant naissance à un nouveau ver.
C'est pratique. Donc voilà, c'est quand même assez spécial. Et donc il faut savoir que cet animal est carnivore. Donc c'est assez flippant de l'imaginer. En fait, il lance des filaments qui lui permettent de capturer des petits crustacés. Et c'est comme une espèce de créature de science-fiction comme ça, mais qui existe bel et bien, le Némert, le plus long animal du monde. Mais alors, pour revenir sur la baleine bleue, je tiens quand même à faire un petit rectificatif. La baleine bleue est effectivement le plus gros animal de la planète, et c'est même le plus gros animal n'ayant jamais vécu sur Terre. Elle est encore beaucoup plus grosse que le plus gros des dinosaures connus, près de 3 fois plus grosse que le plus gros dinosaure connu. C'est l'animal le plus lourd, c'est l'animal le plus volumineux, mais donc ce n'est pas l'animal le plus long, et c'est pas non plus la créature vivante la plus grosse, hein, puisqu'on l'a vu, c'était ce champignon. Alors Thomas, pour continuer dans ce quiz spécial idée reçue, je te pose la question, mon ami, et je t'en prie, plonge naïvement dans la réponse qui te vient à l'esprit. Qu'est-ce qui a une mémoire de 3 secondes ? Un poisson rouge. Eh bien merci Thomas, c'est la réponse qu'il me fallait, puisque effectivement, on a tous à l'esprit ce mythe selon lequel le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. Alors, on pense que cette croyance est due au fait que certains propriétaires de poissons rouges culpabilisent un petit peu d'élever ces petits poissons dans des tout petits bocaux, et c'est vrai qu'on peut se dire qu'ils doivent vraiment s'emmerder mortellement à tourner en rond dans des bocaux. Et alors, on s'est dit, bon, mais de toute façon, ils doivent avoir une mémoire ridicule, et donc ils oublient qu'ils sont déjà passés par là, et pour eux c'est une découverte de chaque instant. Alors sachez que c'est faux, donc il va falloir vivre avec le poids de la culpabilité, puisque des recherches très récentes menées au département de psychologie de l'université de Plymouth au Royaume-Uni ont montré que les poissons rouges ont une mémoire d'au moins 3 mois. Et ils peuvent distinguer les formes, les couleurs et les sons. Alors les chercheurs les ont entraînés à pousser un petit levier qui leur fournissait de la nourriture, et lorsque ce levier fut programmé pour ne fonctionner qu'1 heure par jour, les poissons ont très vite capté la chose et ils ont appris à l'actionner à la bonne heure. Donc c'est bien la preuve qu'ils ont une véritable mémoire et qu'ils s'en servent. Et on peut aussi entraîner les poissons rouges à se nourrir à des moments précis en réponse à un signal auditif, donc un petit peu comme Pavlov le faisait avec les chiens. Pavlov qui faisait réagir les chiens à un son de cloche, et les chiens se mettaient aussitôt à saliver. Donc là c'est un petit peu pareil avec les poissons rouges qui ont une véritable mémoire. Non, c'est pour ça, apport important, une mémoire mais pas une intelligence, on est bien d'accord. Donc ils se souviennent, ils sont conditionnés, ils savent qu'à un moment clé il faut aller déclencher la manette, mais ça veut pas dire qu'ils ont réfléchi au fait qu'il fallait actionner la manette à ce moment-là. Alors on peut pas se prononcer plus que ça sur l'intelligence des poissons, on peut pas s'en prononcer plus. Ce qu'on sait en tout cas, ça serait difficile à imaginer en tout cas. Ce qui est certain d'après les études qui ont été menées, c'est qu'ils ont une mémoire d'au moins 3 mois, qui se souviennent de mécanismes parfois complexes, et si effectivement ils avaient une mémoire de 3 secondes, forcément on ne pourrait pas les entraîner de cette façon-là. Donc c'est bien un mythe, et sachez que votre poisson rouge s'ennuie, mesdames et messieurs, hein, même si c'est dur, mais c'est comme ça. Alors, quel est l'animal le plus dangereux qui ait jamais existé selon toi, Thomas ? Toute l'histoire de la Terre. Si je dis le T-Rex, je vais encore dire comme tout le monde. Mais écoute, moi ça me va si okay. Tu dis le T-Rex. Mais je dis le T-Rex. C'est vrai, le T-Rex, prédateur absolu. Hein, le plus grand tueur de tous les dinosaures, le T-Rex, voilà, vraiment taillé pour tuer, pour chasser. Mais l'animal le plus dangereux qui ait jamais existé, pour l'homme s'entend, c'est le moustique. Puisque plusieurs milliards d'êtres humains ont été tués par des moustiques femelles. Les moustiques véhiculent plus d'une centaine de maladies graves, comme la malaria, la fièvre jaune, l'encéphalite ou l'éléphantiasis, pour n'en citer que quelques-unes assez charmantes. Et donc aujourd'hui encore, les moustiques tuent une personne toutes les 12 secondes en moyenne. Alors évidemment, c'est quand même les climats tropicaux qui sont les plus touchés, hein, c'est surtout en Afrique que ça se passe notamment. Alors aujourd'hui encore, comme je vous le disais, une personne est atteinte toutes les 12 secondes, meurt d'une maladie liée aux moustiques, et c'est le docteur Patrick Manson qui prouva en 1877 que l'éléphantiasis était due aux moustiques, et il pensait que la malaria l'était aussi, alors la malaria ou paludisme. Et il encouragea un de ses élèves, qui s'appelait Ronald Ross, à tester cette hypothèse. Alors, celui-ci infecta son propre fils, la classe, et il put prouver... Ce qu'il faut pour la science. Voilà, et il put prouver que les moustiques femelles transmettaient le parasite responsable de la malaria. Alors, il reçut le prix Nobel de médecine pour ça, en 1902, mais rassurez-vous, l'enfant fut quand même guéri après avoir reçu une dose de quinine tout de suite
après la piqûre, donc quand même. Mais c'est vrai que dans le genre figure héroïque de la médecine, on a Pasteur qui lui s'est injecté lui-même le virus pour tester sa théorie sur les vaccins. Donc là l'autre, non, lui il a pris son fils. Voilà. Bon, il a quand même eu le prix Nobel, mais courageux mais pas téméraire. C'est moins classieux. Alors, une dernière petite avant de marquer une pause. Thomas, comment les Lemmings meurent-ils, Thomas? En sautant même si je sais que c'est pas vrai, en sautant d'une falaise parce qu'ils se suivent tous. Et voilà, les Lemmings se suicident. Oui, c'est l'idée qu'on en a tous. C'est Oui. vraiment une légende particulièrement répandue. Les Lemmings, donc ces petits rongeurs scandinaves, se suicideraient en masse. Donc il y a même un jeu vidéo qui a été créé sur la base de ce mythe-là, le célèbre Lemmings. Alors, les Lemmings, vous l'aurez compris, ne se suicident pas. Et cette idée semble provenir des travaux de naturalistes du 19e siècle qui avaient été témoins, sans le comprendre, du cycle de croissance de la population des Lemmings en Norvège. Donc c'était un cycle assez fluctuant. Tout à coup, la population explosait, puis disparaissait, puis explosait, puis disparaissait. Alors ce qui se passe en fait, c'est que les hivers doux entraînent une surpopulation qui entraîne à son tour un épuisement des ressources, et donc les Lemmings, dans ces situations-là, dans ces circonstances-là, s'aventurent à la recherche de nourriture, jusqu'à ce qu'ils s'agglutinent contre des obstacles naturels comme les falaises, les lacs ou les mers. Et alors là, la panique et la violence aidant, forcément il y a des accidents qui se produisent, des Lemmings qui sont poussés, qui tombent à l'eau et qui meurent, mais ce n'est pas des suicides en aucun cas. Alors le mythe fut renforcé à cause d'un film de Walt Disney, et ça c'est sûrement l'info la plus énorme dans le cas des Lemmings, puisque dans le film White Wilderness qui est sorti en 1958, on voit dans la scène finale des Lemmings, des dizaines de Lemmings se jeter dans la mer. Donc la scène est visible sur internet, sur YouTube par exemple, donc vous pouvez voir cette fameuse scène finale, et donc cette scène a très largement contribué à renforcer le mythe des Lemmings suicidaires. Et en réalité, ce sont les réalisateurs qui jetèrent les Lemmings par-dessus la falaise pour cadrer avec l'idée que les gens se faisaient de la mort des Lemmings. Et en plus de ça, le film a été tourné à Alberta au Canada, et il n'y a pas de Lemmings là-bas, donc ils les ont fait venir, ils les ont acheminés de bus d'une zone qui se trouve à 100 km de là. Donc voilà, ils ont fait venir des Lemmings, après ils les ont jetés. C'était une pour époque où on avait le droit de tuer mythe. des animaux dans les films, quoi. Alors bon, c'était pas officiel, c'est après qu'on l'a su. Ouais. Et en tout cas, bon, c'est un des épisodes les plus sombres de l'histoire de Disney, puisque il y a aussi C'est clair. il y a aussi cette histoire selon laquelle dans un film de Cousteau, des animaux ont été maltraités pour cadrer avec ce que le réalisateur voulait qu'ils fassent. Donc ils ont été un petit peu forcés à faire certains trucs. Bah là voilà, dans ce même esprit, les Lemmings ont été littéralement jetés à la mer pour servir le mythe commun. De retour sur Rage, vous écoutez Exo7. Si vous rejoignez à l'instant, ce soir on parle d'idées reçues. Tout ce que vous croyez savoir est faux, tel est le credo de ce début d'émission. Nous avons notamment vu que les Lemmings, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ne se suicidaient pas. Mais qu'on les suicidait à Disney. Voilà, Thomas, toi tu es tombé dans le panneau par exemple. Bah bien sûr. Tu y es tombé, mais de bonne foi. Oui, ouais, de bonne foi. Alors il me semble que j'avais déjà entendu un truc à ce sujet, mais bon, comme d'habitude, je suis passé à côté. C'était pas l'information que j'avais le plus retenue, mais du coup maintenant j'y ferai plus attention. La prochaine fois qu'on me dira Thomas, tu sais comment meurent les Lemmings, je me ferai plus avoir. Et maintenant tu sais quel est le plus gros être vivant Aussi. du monde. C'est donc un champignon, mesdames et messieurs. Et on va continuer à présent avec une info qui va probablement vous étonner. Thomas, combien de sens possèdes-tu ? Mais 5, Patrick. Et là, tu te demandes même comment est-ce que je pourrais contredire ça. Eh oui. Alors, figure-toi que nous avons au moins 9 sens. Alors, les 5 sens classiques furent recensés par Aristote, qui enseignait également qu'on pensait avec le cœur au passage, puisque bon, Aristote, rappelons-le, ce penseur grec antique avait découvert pas mal de choses, mais parfois aussi il était dans l'erreur, il n'avait pas nécessairement les moyens de vérifier. Donc c'est lui le premier qui, par la logique, avait proposé cette classification des sens, donc l'ouïe, la vue, etc., les sens directement observables, mais la neurologie moderne nous a appris qu'en réalité, il y avait aussi d'autres sens. Alors, les neurologues ne sont pas tous d'accord sur le nombre éventuel de sens, il y en a qui vont jusqu'à une vingtaine de sens, mais il y a un consensus sur au moins 4 sens supplémentaires. Alors le premier, c'est la thermoception, qui permet, comme son nom l'indique, de percevoir la chaleur sur notre peau.
Il y a ensuite l'équilibrioception qui est déterminée par les cavités de l'oreille interne qui sont remplies de fluide et qui nous permettent donc de tenir en équilibre. Et ça, c'est vrai quand on y pense. Bah, c'est évident que c'est un sens. C'est un sens supplémentaire. Ce n'est pas assimilable à aucun des autres sens. Mais même la thermo, je sais plus quoi. Thermoception, voilà. Thermoception n'est pas assimilable au toucher, non, c'est pas le toucher, c'est vraiment autre chose. Alors, il y a également la nociception, c'est la perception de la douleur au niveau des organes de notre corps, de la peau et des articulations. Donc ça, c'est aussi quelque chose de bien distinct du toucher, hein, puisque donc les organes internes peuvent aussi ressentir la douleur, et pas le cerveau. Si on touche le cerveau, lors d'opérations, par exemple, à cerveau ouvert, il y a eu des expériences avec des sujets auxquels on touchait le cerveau et ils étaient conscients et donc ils ne sentaient absolument pas parce que le cerveau n'est pas équipé de cellules nerveuses, de cellules sensibles qui lui permet de sentir la douleur. Donc le cerveau n'est pas équipé justement de ça. Et il y a enfin la proprioception qui est la connaissance inconsciente de l'endroit où se trouvent les différentes parties de notre corps sans qu'on ait besoin de les regarder. Et ça vous pouvez en faire l'expérience très facilement en fermant les yeux, en remuant les mains, les pieds. Vous savez très exactement où ils se trouvent sans avoir besoin de les voir. Et dans le livre qu'on cite souvent ici, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks, il y a un cas qui est raconté. Donc Oliver Sacks est un neurologue réputé. Donc il y a un des cas dans lequel on découvre le triste sort d'une jeune femme qui avait perdu sa proprioception, et donc c'était comme une sorte de fantôme parce qu'elle ne se sentait pas exister. Quand elle fermait les yeux, elle n'était plus là. Elle ne se sentait juste pas être là, et du coup, elle n'avait aucune notion de l'ampleur de ses mouvements, et c'était comme une espèce de représentation permanente, comme une pièce de théâtre pour les moindres gestes, parce qu'elle ne les sentait pas. Et pour nous, c'est un sens totalement acquis, on n'y réfléchit pas une seule seconde, et pourtant si on en était dépourvu, ça serait particulièrement difficile à vivre. Donc voilà, au moins 4 sens supplémentaires. Les autres, sur lesquels les neurologues débattent, relèvent par exemple de la faim, de la soif, de la peur, les cheveux, les poils qui se hérissent face à la peur, le sens de la peur, un petit peu le sens d'araignée de Spider-Man. Il y a beaucoup comme ça de débats sur les autres sens éventuels, mais les 4 sens supplémentaires qui font l'objet d'un consensus pour les neurologues, je vous les ai donnés. Alors Thomas, la question qui suit est la suivante: quelle est l'activité humaine qui fait le plus de morts ? Le sexe. Non. Non, bah ça pourrait, par attaque cardiaque, tu vois, moi je vais chercher loin maintenant. Hein. Non, mais bon. Pourquoi pas ? Naturellement, on est plutôt tenté de répondre la guerre. Ah oui, c'est vrai, tiens. En même temps, oui, mais c'est parce que je suis un pacifiste que tu vois, j'y ai pas pensé. Le plus de morts, c'est la guerre. C'est vrai, ça serait assez logique, effectivement. Eh bien, c'est le travail. L'activité qui fait le plus de morts, c'est le travail. Plus de morts que la boisson, que les drogues ou que la guerre. Environ 2 millions de personnes meurent chaque année d'accidents et de maladies liées au travail, contre 650 000 tués par la guerre. Alors, d'après le bureau des statistiques du travail des États-Unis, les bûcherons ont le travail le plus dangereux, avec 122 morts pour 10 000 travailleurs. Les métallurgistes du bâtiment et les personnes qui travaillent dans les mines et les forages sont arrivés en 4e et 5e position, après les pêcheurs et les pilotes d'avion. Mais alors attention, rassurez-vous, les pilotes, c'est la plupart du temps dans des crashs d'avions de tourisme qu'ils perdent la vie, et non pas dans des avions commerciaux, hein, parce que ça c'est quand même beaucoup plus rare qu'il y ait des crashs d'avions commerciaux. D'ailleurs c'est bien simple, à chaque fois qu'il y a un crash d'avion commercial, on entend aux infos, hein, donc on n'en a pas toujours. C'est vraiment pas fréquent du tout. Là c'était plutôt donc des petits avions de tourisme. Et pour calculer le risque de mortalité d'une activité, on peut utiliser une échelle, hein, tout comme pour l'échelle de Richter. Il y a l'échelle de Duckworth qui mesure la probabilité de mourir lorsqu'on exerce une activité donnée. Alors les activités les plus sûres sur cette échelle ont un score de 0, et les activités mortelles à coup sûr ont un score de 8. Alors un tour de roulette russe a un risque de 7,2. 20 ans d'escalade, un score de 6,3 sur cette échelle, et un trajet en voiture de 160 km effectué par un homme d'âge moyen sobre a un score de 1,9 de mortalité, donc c'est plutôt cool. Et il se trouve que certaines tâches domestiques
comme passer l'aspirateur, faire la vaisselle, atteignent un score de 5, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques, donc par électrocution, par chute, et donc voilà, comme quoi finalement on peut prendre des risques simplement en faisant le ménage, et ça permet d'avoir une excuse quand on n'a pas envie de le faire. Quelque part, une femme de ménage est aussi exposée au danger qu'un alpiniste. C'est Quasiment, un alpiniste qui escalade pendant 20 ans en plus de ça. Alors Thomas, continuons dans cette valse d'idées reçues. Quelle est, selon toi, la plus grande construction humaine sur Terre ? La muraille de Chine. Voilà, normal, hein, moi, bien évidemment. Moi, le premier, je répondrai la même chose. Eh bien non. La plus grande construction humaine sur Terre est totalement méconnue, pour ne pas dire inconnue, puisqu'il s'agit de Fresh Kills, c'est la décharge publique sur Staten Island, à New York. Elle a été inaugurée en 1948, et le site d'enfouissement de déchets de Fresh Kills est rapidement devenu le plus grand projet de l'histoire humaine, finissant par dépasser en volume la muraille de Chine pour devenir la plus grande construction humaine d'un seul tenant sur Terre. Alors le site a une surface de 12 km², et en fonctionnement, il recevait chaque jour le chargement de 20 barges de 650 tonnes d'ordures. Si Fresh Kills avait continué à fonctionner comme c'était prévu à l'origine, il serait devenu le point le plus élevé de la côte est des États-Unis. Alors à son maximum, il faut savoir que le sommet de la décharge culminait déjà 2 mètres au-dessus de la Statue de la Liberté. Sous des pressions locales, la décharge a fermé en mars 2001, avant de resservir, vous l'aurez compris, pour stocker les débris consécutifs en septembre. C'était le seul endroit où on pouvait stocker les débris énormes des 2 tours. Depuis, elle a été à nouveau fermée, puisque donc la ville de New York n'accepte plus de décharge dans son enceinte. Mais voilà, la plus grande structure humaine sur Terre, c'est une décharge publique. C'est charmant. Hein. Oui. D'ailleurs, il est prévu de convertir cette décharge en espace vert. Il va y avoir du boulot. Hein. Ça aussi, c'est assez charmant, hein, ça risque de puer un petit peu. Alors, quel est le nom de la plus grande montagne sur Terre, Thomas ? Et là, je te sens venir, tu te dis, il n'y a pas de piège possible. Le Mont Ventoux. Non, le Mont Everest. Le Mont Everest, oui, évidemment. Eh bien non, hein, vous l'aurez compris, c'est le Mauna Kea, qui est le point le plus élevé de l'île d'Hawaï. C'est un volcan inactif qui a une altitude modeste de 4206 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais si on le mesure à partir de sa base sur la surface, il mesure 10 200 mètres, plus d'1 kilomètre de plus que le mont Everest. Alors il faut faire la différence entre la hauteur mesurée à partir du niveau de la mer et la taille mesurée entre la base de la montagne et son sommet. Alors le mont Everest culmine à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer, et c'est donc la montagne la plus haute, mais c'est pas la plus grande. Voilà, donc il y a une distinction à faire. C'est un peu une question piège, je suis d'accord, Thomas. C'est un peu une question piège. Je suis d'accord, Thomas, mais ça reste une réalité. En même temps, je m'attendais à ce que ça soit un truc comme ça, parce que si c'était pas l'Everest, il y avait forcément une montagne avec une partie cachée. Ça saurait. Alors on a souvent dit aussi que le K2, qui est un mont qui fait partie aussi de la chaîne de l'Himalaya, était plus grand que l'Everest, mais donc manifestement aujourd'hui on s'accorde sur le fait que l'Everest est bien le sommet, la montagne la plus haute au-dessus du niveau de la mer, et donc encore une fois la plus grande, c'est un volcan inactif à Hawaï. Alors Thomas, la question qui suit est la suivante. Qui est le survivant le plus probable à une guerre nucléaire ? C'est quelque chose qu'on dit très souvent. On dit très souvent, si demain la guerre nucléaire éclatait, il n'y aurait plus que des... Scorpions. Alors c'était la proposition numéro 2, c'était le plan B, scorpions, ou, on dit aussi, des cafards. Moi, des cafards. Non, alors cafards, je connaissais pas. Moi, j'avais que la version scorpion. On dit souvent, il y aurait plus que des cafards. Ouais. Alors, il se trouve que non. En réalité, les cafards sont résistants. Ils peuvent vivre une semaine sans leur tête. Mais depuis les recherches des docteurs Wharton et Wharton en 1959, on sait qu'ils seraient parmi les premiers insectes à mourir lors d'une guerre nucléaire. Alors, les 2 scientifiques ont exposé plusieurs insectes à des doses de radiation mesurées en rad. Et alors qu'un humain meurt suite à une exposition de 1000 rads, les docteurs Wharton et Wharton ont conclu qu'un cafard meurt à une dose de 20 000 rads, une mouche classique à 64 000 rads et une guêpe à une dose de 180 000 rads. Alors la championne de la résistance aux radiations, qui enfonce tout le monde et de très 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 loin, c'est la bactérie Deinococcus radiodurans, qui peut encaisser 1,5 million de rads. Elle est surnommée Conan la bactérie par les chercheurs qui l'étudient.
et elle fut découverte alors qu'elle se développait tranquillement dans une canette de viande irradiée. Alors aujourd'hui, c'est une bactérie qui intéresse beaucoup les chercheurs dans le cadre de la conquête spatiale, pour étudier un petit peu la vie dans des conditions extrêmes. Donc effectivement, cette bactérie pourrait survivre à peu près n'importe où, et donc elle pourrait nous permettre justement de savoir comment survivre sur des planètes a priori hostiles. Et enfin, la dernière idée reçue, dont nous avons déjà parlé au moins une fois dans cette émission pour les assidus, c'est quelle proportion de notre cerveau utilisons-nous, Thomas ? Alors je sais que c'est pas ça, mais... Joue le jeu 10%. Joue le classique. 10%. C'est le fameux 10%. C'est le fameux 10%. Et la plupart des gens sont assez d'accord avec ça. Autour de vous diront, et de très bonne foi, et moi le premier avant de le savoir, de très bonne foi, je disais, mais on n'utilise que 10% du cerveau. Et normalement, suite à cette affirmation, on entend des conversations animées sur ce qu'on pourrait faire si on utilisait les 90% qui restent. Alors en fait, sachez-le, si vous ne le savez pas déjà, on utilise l'ensemble du cerveau, tout le cerveau à un moment ou à un autre. On peut notamment s'en apercevoir grâce à l'imagerie numérique qui nous permet de voir les différentes zones du cerveau en activité. Bien évidemment, le truc, c'est qu'on n'utilise pas tout le cerveau en même temps, puisque la dépense énergétique serait trop importante. Ouais. En charge, on utilise 10% de l'ensemble du cerveau, en fait. C'est un peu l'idée. À la fois, oui. Voilà, à la fois. Bien que les recherches récentes donc d'un neurologue montrent que, dans l'idéal, il faudrait que 3% du cerveau à la fois, 3% des neurones fonctionnent, sinon la dépense énergétique serait trop importante. Mais sachez donc qu'on utilise bien la totalité de notre cerveau, et d'un point de vue évolutionniste, c'est évident, parce que une créature avec 90% de masse inerte dans la tête n'aurait pas survécu. C'est clair. Elle aurait vite disparu au profit de la créature qui utilisait la totalité de l'organe. Donc voilà, sachez que c'est une idée reçue qui est très implanté justement dans les esprits, mais c'est faux, et c'est rassurant d'ailleurs, parce qu'on se dit, bon, je maîtrise bien totalement cet organe-là. Alors, sachez quand même pour le fun que le cerveau contient jusqu'à 200 milliards de neurones, et que si on les étalait côte à côte, on pourrait couvrir une surface de 25 000 mètres carrés, soit 4 terrains de football, et le nombre de connexions possibles entre les neurones est supérieur au nombre d'atomes dans l'univers. Ça vous le savez sans doute si vous avez vu Amélie Poulain, puisque c'est dit à la fin du film, mais ça donne le vertige. Et avec ces possibilités infinies, que crée l'homme ? La tectonique. Vous écoutez Exo7 et vous avez raison, parce qu'à présent vous allez écouter une des histoires de conspiration les plus tordues, les plus hallucinantes qui soient. Alors sachez-le, nous n'accordons pas de crédit à cette conspiration-là, simplement c'est le pur plaisir de savoir que des gens lui en accordent. Cette conspiration, c'est celle du projet Bluebeam, et c'est Thomas qui va vous la raconter. Qu'est-ce qui réunit la NASA, le FBI, la CIA, les Américains, les Russes, les religions, toutes les religions du monde ? À toutes. Ah oui, parce que ça y va franchement. En gros, tous les puissants, qu'est-ce qui les réunit tous au sein de la même conspiration, en tout cas pour certains ? C'est le projet Bluebeam, initié par la NASA. Un projet absolument hallucinant pour imposer une religion du nouvel âge avec la venue de l'Antéchrist. Rien que ça. C'est une espèce de fusion, quoi. C'est une fusion de tout ce qui a pu se faire en termes de conspiration. C'est l'apothéose du conspirationnisme. Magnifique. Alors, le projet Bluebeam, quand même, a des bases scientifiques réelles, en tout cas des bases qui existent et qui sont avérées, puisque de nombreux scientifiques se sont aperçus, effectivement, qu'on avait par des micro-ondes ou par d'autres moyens modernes la possibilité d'influencer des personnes, un petit peu comme quelqu'un qui ferait de la télépathie serait capable d'influencer une personne. Donc on serait capable de rentrer dans le cerveau des gens pour leur véhiculer des messages directement, comme s'ils avaient une petite voix à l'intérieur qui leur soufflait. Alors à ça, évidemment, plusieurs expériences, plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question. Alors, il y a eu des chercheurs, des psychologues. Ça a réellement commencé en 1974, ces études-là. Et par exemple, pour un chercheur qui a quand même été prix Nobel,
il a effectué des expériences, une série d'expériences qui démontraient qu'on pouvait entendre et comprendre des messages transmis dans une cabine d'isolation par un audiogramme à pulsion micro-ondes, grosso modo qu'on était capable, un petit peu comme une radio est capable de recevoir des ondes et de les transformer en voix, l'être humain, son cerveau était peut-être capable de faire la même chose. Et de là, évidemment, des tonnes de gens ont commencé à dire oui mais si on est capable de faire ça, imaginez les manipulations que les puissants seraient capables de nous faire subir. Et bien sûr, quand on va dans ce sens-là, on est en droit de se dire que la plus grande conspiration du monde va être lancée, parce que si on peut influencer la population sans qu'elle s'en rende compte, et la faire aller où est-ce qu'on veut, évidemment c'est du pain béni pour tous les conspirationnistes qui sont autour de nous. Alors le projet Bluebeam, initié par la NASA, en fait doit se dérouler en 4 phases. Alors 4 phases bien distinctes. Et on va commencer par la première phase. Alors, la première phase, en fait, elle concerne l'effondrement des connaissances archéologiques, religieuses et les conceptions scientifiques classiques. En fait, il faut que des nouvelles découvertes démontrent que l'erreur fondamentale des doctrines traditionnelles est réelle et que cette falsification de l'information a pour but de convaincre tous les peuples que les enseignements religieux ont été mal interprétés ou détournés depuis 10 siècles. Grosso modo, que la religion nous ment depuis toujours, et à toutes les religions. Il n'y en a pas une seule qui nous a dit la vérité. Alors, c'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de conspirations et dans beaucoup de sectes notamment, dans lesquelles on essaye de faire croire aux adeptes que toutes les religions sont unies dans une espèce de culte du mensonge qui cache la vérité vraie. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs éléments qu'on retrouve effectivement dans notre monde, dans la réalité, plusieurs éléments qui sont dans ce projet-là qu'on retrouve. Donc c'est un petit peu aussi ce qui est intéressant. Alors cette phase-là, ça serait la phase de préparation psychologique qui aurait pour but en fait de détruire les fondements religieux traditionnels. Alors comme tu le disais, on en a eu quelques prémices, et puis certains auteurs, comme David Icke par exemple, ont démontré à travers leurs ouvrages que les religions effectivement nous mentaient, etc. Alors, beaucoup de théories conspirationnistes, tu le disais, sapent également les fondements des religions traditionnelles et préparent le terrain à la religion mythico-scientifique, comme l'appellent les conspirationnistes, une religion qui engloberait toutes les croyances, y compris l'athéisme, dans un très puissant mouvement de pensée mondialiste, rien que ça. Alors, cette phase consiste à tirer violemment de certaines illusions les populations, de leur faire perdre pied, et de leur offrir la seule vraie religion qui réconcilie, soulage et apaise tout le monde. Alors, il s'agirait d'une religion unitaire, avec toutes les disciplines et tous les courants de pensée réunis, bref, un paradigme très large. C'est quand même très drôle, parce que tu dis que donc, cette religion ultime regrouperait également l'athéisme, oui. Mais on peut pas à la fois croire en un dieu et ne pas y croire. Donc, mais tu n'es pas assez conspirationniste. Ah, oui, eux voilà. sont capables de le faire. D'accord. Alors, voilà, pour les conspirationnistes, en gros, cette religion, ça serait l'équivalent de l'idée de science de la Grèce antique, sauf que, à la différence de la science de la Grèce antique, elle n'émergerait pas naturellement d'un contexte culturel, mais serait artificiellement implantée ou imposée après une profonde déstabilisation psychique des populations. Donc voilà, on les influencerait pour, en gros, les amener à la pensée unique de la religion, des dogmes et des sciences. C'est pour la première phase. La deuxième phase du projet Bluebeam concernerait une gigantesque mise en scène spatiale, rien que ça, où des hologrammes optiques et sonores en 3 dimensions et des projections laser d'images holographiques en divers endroits du monde seraient diffusées. Alors chacun recevrait une image en accord avec la foi dominante de son pays, et la nouvelle voix de Dieu parlerait toutes les langues, chacun l'entendrait clairement avec les sons et les mots que son conditionnement religieux et culturel lui ont inculqué. Ah, c'est magnifique. Alors concrètement, ça veut dire que pour chaque continent, il y aurait une espèce d'hologramme gigantesque dans le ciel qui représenterait le dieu dominant, et il s'adresserait donc au pays en question avec la langue la plus répandue. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà. Ouais. Alors, ce show spatial, donc c'est-à-dire cette projection d'images holographiques dans le ciel, génial, sera utilisé pour simuler la fin des temps parmi les nations. Alors, les peuples en seront évidemment témoins, et seront témoins de scènes représentant des prophéties ou des événements que chacun a eu le désir de vérifier. Alors, ces images, musiques et sons seront projetés depuis un vaste réseau de satellites qui serait, alors c'est très précis, je sais pas d'où ils sortent leurs infos, c'est très intéressant, qui serait approximativement à une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Donc ils sont déjà en place, les satellites, faut le savoir.
Alors, évidemment, le but de ces représentations scéniques est de faire disparaître aux yeux du monde de faire apparaître aux yeux du monde un nouveau Christ, le nouveau Messie qui s'appellerait Maitreya, dont parlent d'ailleurs les sutras bouddhistes. Mais attends, mais ce qui est fou, c'est que bon, on est dans le cadre d'une conspiration, donc en général les conspirations, c'est quand même assez secret, assez flou. Alors les gens qui y croient, les conspirationnistes ont des éléments épars, mais là c'est quand même très très précis, on sait à peu près tout. On sait comment ça va se passer. Vous allez connaître la fin de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui à travers cette conspiration. Alors le projet Bluebeam disposerait d'un stratagème si perfectionné qu'il plongera un nombre inconsidérable de personnes dans un état de ravissement quasi extatique et les ferait rentrer dans une réalité de substitution. Alors le projet Bluebeam, donc cette venue du Messie, prétendra être l'accomplissement des anciennes prophéties que tout le monde attend depuis plus de 2000 ans. Il se fera sur fond de cinémascope céleste, traduisant en simultané un message d'amour dans toutes les langues et dialectes de la planète. Alors, à la base quand même de cette théorie-là, ce sont des inquiétudes de plusieurs gens comme quoi les Américains et les Russes, depuis une trentaine d'années, auraient constitué des bases de données gigantesques qui incluraient toutes les langues, toutes les cultures, toutes les façons de voir le monde de par les populations, pour en faire une espèce de fusion globale et essayer de comprendre l'humanité dans son ensemble pour réussir à en faire un acteur unique. Et donc voilà, cette idée-là vient de cette base de données qui, on ne peut pas vérifier si elle existe ou pas. À mon avis, elle n'existe pas du tout. Donc c'est une conspiration qui remonte à la guerre froide, puisqu'on parle encore des deux blocs. Aujourd'hui, forcément, dans les conspirations modernes, il n'y a plus la Russie, parce qu'ils sont un petit peu out. Donc là, à l'époque, ils y étaient encore, d'accord. Mais ils y étaient encore. Et alors, justement, puisque c'était confrontation des deux blocs, ce qui est intéressant, c'est que d'après cette conspiration, les Américains et les Russes se sont mis d'accord ensemble, alors qu'ils se faisaient la guerre, mais là ils se sont mis d'accord, ils se sont mis ensemble pour très fort. mettre en place cette base de données. Et en plus, les Russes ont fait ça pour la NASA, donc je sais pas si vous imaginez. Alors manifestement, ce qu'il en ressort là, d'après ce que tu nous dis, c'est assez positif pour l'humanité. Pour l'instant. D'accord. Alors, avec cette animation virtuelle et le son provenant de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances fortement impressionnés évidemment seraient témoins du retour de leur sauveur comme d'une réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, enfin toutes les divinités se fondront en une seule figure. Donc on aurait comme ça une espèce de morphing dans le ciel de tous les prophètes que les religions connaissent pour former une divinité unique qui serait l'Antéchrist et qui expliquera que toutes les écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises et que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressé l'homme contre l'homme. Bref, cette grande mystification aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et religieux et de créer la divinité unique, l'Antéchrist de la NASA. Ah oui, non, parce que donc ça serait un Antéchrist, c'est le terme... C'est le terme officiel. D'accord. Voilà. On arrive à la troisième phase. La troisième phase, elle va conjuguer la télépathie et l'électronique. Donc ça, je vous en parlais au début, c'est ces recherches qui ont prouvé qu'effectivement, on arriverait sans doute au moyen d'ondes à interférer sur les pensées des gens, à les conditionner. Donc, cette troisième phase conjuguerait la télépathie et l'électronique avec des systèmes d'émission pour atteindre chaque personne en vue de les persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle. Donc grosso modo, chacun entendrait une petite voix, un petit message et serait convaincu de recevoir un message divin. En fait, le but est de former ce qu'on appellerait la pensée artificielle diffuse. Alors, comme je disais, des expérimentations à ce propos ont eu lieu dans différents pays, et on sait évidemment que des impulsions à basse fréquence peuvent produire des signaux auditifs qui sont audibles pour un seul individu, mais pas pour le reste de sa communauté, par exemple. D'accord. Donc on est vraiment capable de cibler comme ça certaines personnes pour les influencer. Donc, par exemple, des présidents, des hommes d'influence à la tête d'État, des religieux, pour vraiment les conduire où est-ce qu'on a envie d'aller. Et là, on arrive à la quatrième phase. Alors, la quatrième phase, ça serait un concentré de manifestations surnaturelles. Alors, il y aurait 3 leurres différents. Le premier leurre, ça serait une invasion extraterrestre qui surviendrait au-dessus de chaque ville, au-dessus de chaque grande ville du monde. C'est brillant comme... C'est brillant, ça réunit tout. Invasion extraterrestre au-dessus de chaque grande ville du monde. Le second leurre, ça serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique, ça dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Oui. Alors le but de ce second leurre, évidemment, et de cette manœuvre, c'est de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste, celui dont on parlait tout à l'heure.
Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes. Alors tous les moyens, c'est téléphone portable, radio, internet, bref, tout ce qu'on a, talkie-walkie, tout ce qui existe, pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles et collectives. Et donc, on arrive là à la fin du projet Bluebeam qui a pour conclusion qu'après la nuit des 1000 étoiles, c'est comme ça que l'appellent les conspirationnistes, et à la suite de tous les bouleversements mondiaux, que la population mondiale soit prête à accueillir un nouveau messie en chair et en os, un cyber-Rockefeller, comme ils l'appellent, faussement extranéen, puisqu'en fait il ne serait pas extraterrestre du tout, D'accord. et qu'on suppliera de rétablir l'ordre et la paix à n'importe quel prix, mais surtout, évidemment, au prix de notre liberté individuelle. Et c'est là que le projet Bluebeam devient extrêmement pervers, puisque une unité artificielle des peuples permettrait de régler les problèmes urgents, lesquels évidemment ont été de toute façon créés de toutes pièces, donc faciles à régler, mais progressivement, évidemment, face à cette tyrannie de la nouvelle religion mondiale, apparaîtrait un nombre de personnes qui se réveilleraient, qui prendraient conscience qu'ils sont manipulés, et là, le contrôle de la Terre se partagerait rapidement entre les mains d'une caste de grands prêtres, donc ceux qui se seraient réveillés, qui auraient pris conscience qu'ils sont manipulés, et de technocrates impitoyables agissant au nom de Dieu. Évidemment, le but de cette dictature est de contrôler tous les habitants et d'exploiter de façon globale les ressources de la planète. À l'instant dans Exo 7, Thomas abordait l'incroyable conspiration Bluebeam, qui regroupe à peu près tout ce qu'on peut imaginer, les extraterrestres, la NASA, les Russes, les Américains, la religion, la science. Donc sûrement une des conspirations les plus globales, les plus fusionnelles qui soient. Et alors bon, ce qui est étonnant, c'est que sur Internet, manifestement, il y a beaucoup de sites qui prennent cette conspiration-là au sérieux. Ah oui, il y a les sites qui parlent de cette conspiration sont tous très très sérieux. Et alors justement, moi je me suis un petit peu, parce que j'ai passé des détails sur la première partie, sur les bases scientifiques qui les ont amenés à penser ça, il y a des choses assez étonnantes. Par exemple, beaucoup de sites citent un prix Nobel qui s'appellerait Robert Bakker, qui aurait écrit un livre qui s'appelle Le corps électrique, dans lequel évidemment il relate ses expériences de télépathie grâce aux ondes, etc. Le livre, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, qui est quand même une référence mondiale du livre, et Robert Bakker ne fait pas partie de la liste des prix Nobel, tu vois. Donc il y a des choses quand même qui sont quand même un petit peu floues, et on sent qu'il y a un minimum de désinformation, de rumeurs et de légendes urbaines dans le fond. Mais, évidemment, mais voilà, c'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose. Alors le truc, c'est que bon, on s'étonne que des gens puissent croire à des scénarios aussi hallucinants et alambiqués, mais il y a des sectes de grande importance qu'on ne nommera pas parce que bon, on veut pas de problème, on veut pas de problème juridique, mais dans lesquels on croit à des trucs au moins aussi hallucinants, notamment à base d'esprits qui sont enfermés dans des cinémas, à qui on lave le cerveau et qu'on amène sur Terre dans des bombardiers. Bref, voilà, vous aurez peut-être compris de quoi je parlais, mais en tout cas. Quand il s'agit de crédulité humaine, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Quand les gens ont envie de rentrer dans un truc, c'est dur de les en faire sortir. On va passer à présent aux infos insolites de la semaine, le meilleur de ce qui s'est passé de bizarre dans le monde. Et on va démarrer avec le mythe du Yeti qui est revenu sur le devant de la scène cette semaine à cause d'une émission de télévision. Donc c'est l'animateur d'une émission qui s'appelle Destination Truth, donc Destination Vérité. Il s'appelle Josh Gate, ce présentateur-là. Donc il est parti au Népal pour faire une expédition pour en trouver un petit peu plus quant à la légende du Yeti, puisque le but de l'émission justement c'est de partir sur la trace de créatures fantastiques, c'est une émission de cryptozoologie, et donc Josh Gates et son équipe ont trouvé des traces de pas. C'était mercredi. C'est un des membres de son équipe, en réalité un membre népalais de son équipe, qui a trouvé trois traces de pas. Et Monsieur Gates a décrit ces traces comme étant anthropomorphiques, avec des caractéristiques humaines, bien humaines. Et donc pour lui, il pense pas que ces empreintes ont été faites par un homme. Il pense pas que c'est un canular. Il pense pas non plus que ça vienne d'un ours. Mais il a aussi dit qu'il n'était pas certain non plus que ce soit le Yeti, mais il savait pas trop quoi en faire finalement de ces empreintes-là. C'est assez dérangeant, c'est assez gênant, et donc les empreintes vont être examinées par des scientifiques américains. Et ce qui est drôle dans cette affaire-là, c'est que tout à coup le mythe du Yeti revient. Alors il y a
pas mal d'émissions de ce goût-là. Il y a notamment une émission qui passe sur les satellites, qui passe sur Planète, je crois, Planète Choc, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais Planète No Limit. Oui, No Limit. Et donc c'est une émission de chasseurs de fantômes, donc une sorte d'agence qui se rend sur des lieux présumés hantés, ou en tout cas les propriétaires se plaignent de hantises, de phénomènes paranormaux. Ils se rendent sur place et ils essayent d'enquêter et de trouver des explications plausibles, logiques au phénomène. Et alors, dans ce type d'émission-là, on se dit que si rien ne se passe, s'il n'y a pas de fantôme, ce qui est bien évidemment le cas dans 95% des émissions, rien ne se passe. Mais on se dit ça doit quand même être très ennuyeux pour que des producteurs mettent de l'argent dans une émission dans laquelle rien ne va se passer, une émission qui est consacrée au paranormal mais dans laquelle tout est normal. Et donc on se dit que parfois, ils doivent surjouer un petit peu, ils doivent provoquer eux-mêmes quelques trucs. Et là, vu qu'on parle d'une émission qui se lance sur la trace du Yeti, ça aurait été quand même assez malheureux qu'ils diffusent un programme dans lequel il n'y a pas le moindre poil d'abominable homme des neiges. Donc cette histoire d'empreinte, finalement, elle a peut-être été créée par l'équipe elle-même. On en saura plus en tout cas dans quelques temps, puisque comme je vous le disais, les empreintes vont faire l'objet d'études. La prochaine histoire se passe dans le Mississippi, à Jackson. C'est l'histoire d'un homme chanceux, très chanceux, vous allez voir. Ça démarre avec 2 voleurs qui s'introduisent dans sa boutique. Il a une boutique d'antiquité, il s'appelle Donny Register. Et les 2 voleurs, qui ne se sont pas présentés comme des voleurs, je précise, lui ont demandé à voir une collection de pièces enseignes. Donc Monsieur Register amène les pièces, et puis là, un des 2 hommes sort une arme et il demande de l'argent. Et puis là, un coup de feu est tiré, et Monsieur Register reçoit la balle dans sa main gauche, mais la balle est déviée par son alliance. Donc la balle a tapé exactement dans l'alliance, elle est déviée. Alors la police a confirmé que l'alliance avait bien sauvé la vie de cet homme. Il s'en est quand même pas tiré totalement indemne, puisque la balle qui s'est brisée sur l'alliance a quand même pénétré en partie dans un des 2 doigts, sans briser les os. Et il y a un fragment de balle qui s'est logé également dans le tissu musculaire du cou, dans les muscles du cou, donc rien de grave, la vie de cet homme-là n'a pas été menacée, mais sans son alliance, là il y a de fortes chances qu'il ait eu de gros soucis. Et les voleurs sont quand même partis avec une somme assez importante d'argent, comme quoi l'anneau magique ne peut pas faire 2 miracles à la fois, faut pas trop en demander non plus, ils sont partis avec le paquet. On continue avec un chien qui a hérité d'une véritable fortune, un chien tout à fait, mesdames et messieurs, une fortune qui lui a été léguée par son ancienne propriétaire, et le chien a dû déménager suite à des menaces de mort. Alors c'est peut-être une première, le chien s'appelle Trouble, c'est un petit bichon maltais, c'est le genre de chien qu'on voit dans les pubs pour les pâtés pour chiens de luxe, les petits chiens blancs, et il a hérité de 8 millions d'euros. Voilà, de la milliardaire Leona Helmsley, donc qui dirige une chaîne d'hôtels, qui est à la tête d'un empire immobilier, et donc le chien a reçu beaucoup plus d'argent que notamment certains membres de la famille de Leona Helmsley, puisque 2 de ses petits-enfants n'ont absolument rien reçu. Il me semble que c'est la femme qui possède l'Empire State Building. Alors c'est fort possible, ça je l'ai pas noté, mais en tout cas, quand on fait partie de la famille de cette femme et qu'on ne reçoit rien, en tout cas moins qu'un chien, ça doit piquer un petit peu. Et donc, le New York Post rapporte que Trouble, le chien, a reçu une 12aine de menaces de mort. Et donc l'animal a dû être déplacé, on l'a changé de maison, donc il vivait dans une des propriétés de sa riche propriétaire, et là il a été envoyé en avion depuis sa maison du Connecticut jusqu'à une autre maison, donc en Floride. Et l'homme qui est en charge de la fortune du chien, parce que c'est quand même pas le chien qui la gère, la bêtise ne va pas jusque là, cet homme s'appelle John Cody. Et il estime que pour s'occuper du chien, ça vaudra environ 200 000 euros par an, parce qu'il faut s'occuper du chien, il faut le surveiller en permanence, donc il y a une équipe comme ça de garde du corps, on peut le dire comme ça. Oui, et puis il doit pas manger de la croquette classique, le petit toutou. Alors, tenez-vous bien, il mange des plats préparés par des chefs. Bah voilà. Donc ça rend fou quand on sait que le chien lui s'en fout. Je veux dire,
le luxe, etc., le fait que ce soit des chefs, c'est une valeur humaine. Bah, c'est la valeur qu'on confère aux choses, mais le chien s'en fout. De toute Donc, façon, léguer de l'argent à un chien, ça frise. Ça c'est assez horrible et scandaleux. Et c'est pas la première. Hein. C'est déjà arrivé que oui, bien sûr. riches de riches propriétaires lèguent leur fortune à leurs animaux parce qu'ils n'avaient pas confiance dans leurs proches. Je suis désolé de faire une parenthèse là-dessus, mais je comprends pas comment ces gens-là, ils ont pas un problème de conscience. S'ils en veulent plus, s'ils veulent pas donner leur argent à leurs enfants, qu'ils le donnent à des associations, qu'ils le donnent à des gens défavorisés, mais les donner à un chien, c'est vraiment manquer de respect à toute l'humanité, quoi. Préfère donner aux clubs pour que jusqu'à la fin de ses jours, ils bouffent des plats de luxe. C'est vraiment manquer de respect à l'humanité, quoi. Ah ouais. Je suis bien content qu'elle soit morte. non, c'est le chien. Ça, on comprend que le chien ait reçu des menaces de mort. Ah bah ça c'est clair. Ouais. Même si le chien n'y est pour rien dans cette affaire. Hein. C'est quand même le propriétaire qui est à blâmer. Hein, mais bon. Pas intérêt à croiser la route, lui. Voilà. On continue avec l'histoire de la semaine hein, que tu as peut-être entendu, Thomas. C'est l'histoire de cet homme qui a disparu pendant 5 années. Une histoire qui se rapproche de ce pianiste amnésique hein, qu'on avait entendu il y a quelques années déjà, qui en fait jouait la comédie. Donc ça s'en rapproche beaucoup. Et alors l'histoire a pris des proportions assez dantesques hein, durant toute la semaine. Ça démarre lundi dernier quand John Darwin, qui est un Britannique porté disparu depuis plus de 5 années, John Darwin donc franchit la porte d'un poste de police de Londres en très bonne santé. Et cet homme-là, donc, avait disparu, comme je vous le disais, il y a 5 ans. Son canoë avait été retrouvé en morceaux sur une plage dans le nord-est de l'Angleterre. C'était en mars 2002. Et à partir de là, d'intenses recherches avaient été lancées, mais on n'avait rien retrouvé. 6 mois après la disparition, sa femme, Anne Darwin, avait exprimé la souffrance de ne pas pouvoir enterrer son mari, hein, puisqu'il n'y avait pas de corps. Et aujourd'hui, John Darwin se dit amnésique et incapable de se souvenir des 5 dernières années. Bon, il se souvient quand même qu'il s'appelle John Darwin, mais il se souvient pas du tout de où il a pu passer ses jours durant les 5 dernières années. Donc c'est quand même un petit peu louche, et la police avait recommencé à s'intéresser à ce dossier il y a quelques mois, après avoir reçu des informations qui suggéraient qu'il y avait quelque chose de douteux dans cette histoire de disparition. Alors, Monsieur Darwin aurait accumulé d'importantes dettes avant de disparaître, déjà premier élément, et le commissaire Tony Hutchinson a également confirmé que l'épouse de Monsieur Darwin, qui s'appelle donc Anne, s'était installée au Panama il y a plusieurs semaines, après avoir vendu 2 propriétés du couple pour un montant d'environ 600 000 €. Et mercredi, le Daily Mirror, qui est donc un tabloïd anglais, a publié en une photo qui a ajouté encore au trouble, puisqu'on y voit un couple qui est présenté comme John et Anne Darwin, posant au Panama aux côtés d'un agent immobilier. La photo est datée de juillet 2006. Donc Madame Darwin a reconnu que c'était bien son mari, et qu'elle savait qu'il était vivant depuis longtemps, et elle a reconnu avoir touché une assurance vie, qu'elle se dit prête à rembourser aujourd'hui. Donc les 2 fils du couple ont déclaré dans un communiqué diffusé aux médias qu'ils ne souhaitaient plus aucun contact avec leurs parents. Bien sûr, ils sont totalement indignés. Comment notre mère a pu continuer à nous faire croire que notre père était mort alors qu'il était bien vivant. Donc vous l'aurez compris, c'est une arnaque à l'assurance tout simplement, donc orchestrée sur 5 années. Et la question que la police se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que John Darwin est réapparu soudainement ? Parce que le plan, finalement, c'était que la femme partent au Panama, s'installer avec l'argent, John Darwin l'aurait rejointe, et puis donc ils auraient coulé des jours paisibles avec l'argent de l'assurance. Mais là, tout à coup, Darwin ressurgit. Alors la piste que la police a actuellement, en fait, c'est plutôt la presse, parce que la presse a véritablement mené une enquête parallèle à la police, et a sorti des éléments comme la fameuse photo, qui a permis à la police d'en savoir plus. Donc une des pistes que la presse aborde, c'est une liaison adultère qu'aurait eu la femme de Darwin, et donc John Darwin aurait senti que c'était mauvais. Il s'est dit, il s'est dit, elle va me mettre sur la touche et partir avec ce mec avec la thune. Donc il s'est dit, quitte à couler, je coule avec elle. Et donc voilà, c'est l'hypothèse, c'est la dernière hypothèse en date. En tout cas, c'est une histoire assez rocambolesque et qui fait en ce moment les choux gras de la presse anglaise. On continue. Suite et fin d'Exo7, si vous nous rejoignez à l'instant, on parle d'informations insolites, les infos les plus bizarres qui se sont déroulées dans le monde, et on continue avec une histoire qui s'est déroulée à Naples, avec des couples sans enfants qui viennent du monde entier dans un sanctuaire, le sanctuaire de Sainte Marie-Françoise des 5 Plaies à Naples.
dans le sud de l'Italie donc, et dans ce sanctuaire il y a une chaise miraculeuse qui est réputée pour pouvoir exaucer le vœu le plus cher de beaucoup de parents, à savoir avoir un enfant. Alors chaque jour, les femmes font la queue dans l'appartement où vécut Sainte Marie-Françoise. Elle vivait au XVIIIe siècle, entre 1715 et 1791, et cet appartement est situé au-dessus de l'église qui lui est consacrée, et donc ces femmes viennent là pour s'asseoir quelques instants sur la chaise en bois de la sainte, et pour lui demander, à cette sainte donc, par le biais de la prière, vous l'aurez compris, de lui arranger le coup auprès de Dieu pour être enceinte. Alors, aucun épisode de la vie de Sainte Marie-Françoise ne permet d'établir un lien avec la fertilité, mais il se trouve que cette chaise a toujours attiré les femmes qui voulaient tomber enceintes. Alors ça c'est sœur Elisa qui nous le dit, et donc le nombre de visiteurs a nettement augmenté ces derniers mois à cause d'internet, tout simplement parce qu'il y a eu un témoignage notamment sur internet d'une femme qui disait que son gynécologue lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Elle est venue s'asseoir sur la fameuse chaise et puis tout à coup elle est tombée enceinte dans les mois qui ont suivi, donc du coup c'est la ruée, et ça se passe à Naples. Et ce qui est drôle, c'est de voir à quel point l'internet a boosté les légendes comme ça, parce que il y a des tas d'endroits comme ça dans le monde qui sont réputés pour avoir certaines capacités miraculeuses, magiques. Mais avec internet, tout à coup ça s'est décuplé, parce que là il y a des gens qui viennent du Japon pour s'asseoir sur la fameuse chaise. Alors on se demande quand est-ce que les couples iront jusqu'à copuler sur la chaise en question. Ça, à mon avis c'est la prochaine étape. On continue avec une histoire qui s'est passée en Chine, avec des docteurs qui sont totalement sidérés par un homme qui transpire de la sueur verte. Alors il y a quelques mois de ça, on avait parlé d'un homme qui avait saigné d'un sang verdâtre. Alors c'était dû à une réaction très rare à un certain médicament. C'est moins gênant quand même. Voilà, c'était quand même surprenant, mais donc les docteurs savaient que c'était dû à une réaction très rare, donc à un certain médicament, mais alors là ils savent absolument pas ce que c'est. L'homme s'appelle Cheng Chung-ho, il a 52 ans, et il dit que sa sueur est devenue verte au mois de novembre, donc il a commencé à s'apercevoir que ses dessous étaient tachés de vert, que ses draps était taché de vert aussi, et même l'eau dans la douche. Et donc il explique que c'est absolument pas douloureux, mais qu'il veut quand même savoir ce que c'est, parce que ça l'inquiète un petit peu, tu m'étonnes. Et donc les docteurs lui ont notamment mis des compresses sous les aisselles, et au bout de 10 minutes, les compresses étaient complètement vertes. Alors il a passé des tests sanguins, mais les docteurs n'ont rien trouvé d'anormal. Ils comprennent absolument pas ce qui se passe, et c'est pour ça qu'ils en parlent dans les médias, pour savoir si d'autres docteurs dans le monde auraient des idées. En tout cas, voilà, pour le moment, on a un homme qui transpire vert, et on ne sait pas pourquoi. Et on va terminer très vite, en une minute, avec des tests qui ont été menés sur des chimpanzés, qui montrent que les jeunes chimpanzés auraient une mémoire supérieure aux adultes humains, absolument. Ils ont une mémoire photographique. Donc les tests ont été menés par une équipe japonaise. Il s'agissait de se remémorer la position de 9 chiffres, donc les jeunes singes avaient appris à compter de 1 à 9, à reconnaître les chiffres 1 à 9, et ils ont réussi à compter plus vite que les étudiants qui étaient soumis au même test. Donc c'est dire que on n'est pas les plus forts, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les singes ont beaucoup de surprises en ce qui concerne la cognition. Et je vais rendre l'antenne là-dessus, c'est Exocet, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Juste après, c'est la récréation, restez sur Age, bisous, bye bye. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.